Bienvenue sur ce webinaire Lyon. J'espère que vous allez tous très bien. Donc moi, je m'appelle Zoé. Je suis responsable des formations chez Lyon qui sont destinées aux grands groupes. Et pour ceux qui ne connaissent pas Lyon, donc très rapidement, Lyon, on est l'école de l'ère entrepreneuriale. Alors, ère entrepreneuriale, ça ne veut pas dire qu'on accompagne les entrepreneurs. Ça veut dire qu'on accompagne chaque individu à être entrepreneur de sa vie professionnelle, en fait. Donc, pour ça, on fait des formations et on accompagne les entreprises dans leur transformation en misant vraiment sur les employés, donc le capital humain. Parce que pour nous, ce qui fait vraiment la valeur ajoutée d'une boîte, c'est le capital humain. Donc, c'est pour ça qu'on fait des formations sur mesure pour les accompagner dans cette transformation, dans la prise en main de nouvelles méthodes de travail. Et d'autant plus avec l'actualité, je pense que si certains d'entre vous sont dans, que ce soit grandes boîtes ou même voilà, des startups, des PME, il y a beaucoup d'entreprises qui sont confrontées à des problématiques assez lourdes d'adaptation. Et nous, notre rôle, c'est vraiment de les accompagner dans ces démarches. Donc, Lyon, on existe depuis plus de 3 ans. On a accompagné de nombreuses entreprises. On a 3500 alumni, un petit peu plus même, je crois. Et on accompagne sur des thématiques très diverses, dont le content marketing, le growth hacking, tout ce qui va toucher un peu vraiment au marketing. Et notre but aujourd'hui avec Leslie, c'est aussi de donner un peu de ce savoir au plus grand nombre. Je ne sais pas s'il y a certains d'entre vous qui nous connaissent déjà et qui sont déjà venus au 10 rue de Charonne, mais on fait de nombreux petits déjeuners, d'afterwork et de gratuits, évidemment, en physique. Et le but, c'est que le confinement ne nous arrête pas dans cette distribution de savoir et d'énergie et qu'on continue un petit peu au-delà du physique. Alors, merci à Leslie d'être avec nous aujourd'hui. Leslie, elle est experte en communication et médias et aujourd'hui, elle est à la tête du marketing chez Move One. Et elle a également un pan plus accompagnement puisqu'elle a travaillé 5 ans chez Cross Knowledge, si je ne me trompe pas, et elle vient également chez Lyon pour apporter ses précieux conseils dans nos formations destinées aux grands groupes. Merci beaucoup pour cette introduction, Zoé. Donc, je vais partager mon écran déjà dans un premier temps. Ok, cool. Merci beaucoup à tous et merci Zoé pour cette introduction. Donc, comme tu le disais, je suis Leslie, je suis directrice marketing chez Move One depuis un peu plus de 2 ans. Et auparavant, j'étais effectivement aussi au marketing et autres fonctions chez Cross Knowledge. Donc, Cross Knowledge et Move One, c'est des boîtes dans l'industrie de la formation professionnelle en B2B. Je ne sais pas si certains d'entre vous connaissent ou pas du tout, c'est un peu niche. Cross Knowledge, c'est une assez grosse boîte aujourd'hui de plus de 200 collaborateurs qui a été rachetée par un grand groupe américain. Donc moi, j'ai vécu le rachat à l'époque. Et Move One, c'est plutôt une start-up. On est une quarantaine aujourd'hui, parisienne. Et notre mission chez Move One, c'est vraiment d'accompagner la transformation des entreprises à travers une solution digitale de coaching. Donc on accompagne les managers, les key people des grands groupes avec du coaching en visioconférence. Donc voilà, c'est un sujet aussi hyper intéressant et sur lequel il y a énormément de contenu à créer pour justement travailler à la notoriété de notre boîte. Donc moi, je vais vraiment vous parler d'expérience, de tout ce que j'ai fait en content marketing. C'est un peu avant d'être directrice marketing, j'ai occupé le poste de content manager pendant plusieurs années. Donc, c'est vraiment une des expertises du marketing que je maîtrise le mieux, je pense. C'est pour ça que je me permets humblement de vous en parler aujourd'hui. Et comme le disait Zoé, vraiment, donc là, on est 46. Ça va, c'est encore raisonnable. Donc, n'hésitez pas à poser des questions dans le chat, à intervenir, commenter. Si le contenu vous parle ou pas, dites-le moi. Enfin, je pourrais toujours adapter. Je ne sais pas exactement ce que vous faites tous dans la vie. Donc, n'hésitez pas à me dire aussi sur le chat ce que vous faites un peu. Si vous êtes vous-même content manager, si c'est plutôt un job qui vous intéresse, si c'est par curiosité que vous êtes là. Enfin, voilà, n'hésitez pas à me dire un petit peu ce que vous faites aussi pour que je puisse adapter un peu. Et je vais commencer tout de suite ma présentation pour avoir le temps de garder ça le plus interactif possible. Account manager, ok. Responsable communication. Bon, n'hésitez pas à partager, je regarderai un peu au fur et à mesure les job titles de chacun d'entre vous.
Alors, ce que je vous propose aujourd'hui comme programme, c'est de vous parler de 4 choses. 3 qui sont des sujets un peu plus théoriques et généraux et qui seront des conseils en fait, que vous pourrez appliquer dans vos stratégies content. Et ensuite, mes 3 petits conseils qui sont particulièrement liés à la crise du Covid-19 parce que je pense que ce serait un peu décalé de faire comme si ce n'était pas en train de se passer là en ce moment, la crise énorme qu'on vit et le chamboulement qu'on vit. Et d'ailleurs, ça rejoindra un des conseils que je vais vous donner, mais ça affecte absolument tout le monde, tous les jobs, tous les types de jobs, tous les types d'entreprises. Et du coup, par nature, ça affecte aussi la partie content. Donc voilà, je vous donnerai quelques conseils aussi là-dessus, basés sur ce qu'on a pu faire dans ma boîte avec mon équipe chez Move One, où on a dû, comme tout le monde, du jour au lendemain, complètement adapter notre plan market et notre plan content pour faire face un petit peu à la situation. Donc, il y a pas mal de BizDev, super, ça c'est cool. Intéressé par le content marketing, chef de projet très curieux, manager en pleine création d'entreprise, entrepreneur, freelance, CEO. Ok, bon, il y a plein de job titles différents, c'est trop cool. Pour les plus calés en content, peut-être qu'il y a des choses qui vous sembleront plus évidentes et pour d'autres, j'espère que ce sera une bonne découverte. Alors, je vais commencer tout de suite par un peu le power du content marketing, pourquoi c'est quelque chose d'important et pourquoi il faut y accorder du temps et des ressources. Alors d'abord, un chiffre, il y en a des centaines, mais j'ai choisi celui-là qui me paraît intéressant. Les consommateurs qui lisent du contenu ou qui accèdent à du contenu d'une boîte sont 131% plus susceptibles d'acheter les produits de cette marque. Donc, évidemment, ça parle de soi. L'impact du content marketing sur le business est juste absolument énorme. Et il y a plein de raisons qui expliquent pourquoi, en fait, le content marketing va avoir un impact sur les ventes et sur la confiance qu'on va accorder, en fait, à une marque plutôt qu'à une autre. D'abord, le content marketing, ça crée de la visibilité. Vous produisez du contenu. Idéalement, le but n'est pas de le produire juste pour vous ou pour l'interne, mais de le diffuser. C'est quand même la base du content marketing. Et à partir du moment où vous appuyez sur le bouton partager, que ce soit sur vos blogs, que ce soit sur les réseaux sociaux, que ce soit par mail, peu importe le canal d'acquisition, vous créez de la visibilité et donc vous rendez votre marque connue. La deuxième chose que vous créez lorsque vous faites du content, c'est vous construisez en fait votre crédibilité. Et ça va rejoindre ce que je vais dire juste après, mais le content marketing, vous allez prendre position sur des sujets que vous maîtrisez et qui vont pouvoir montrer votre expertise. Et donc, vous construisez une confiance, in fine, de la part de votre auditoire, de vos lecteurs, de votre cible au sens très large, qui vont lire, qui vont découvrir du contenu de la part d'une marque, qui va venir leur apporter une expertise, un éclairage, une vision. Et du coup, vous allez construire la confiance avec vos consommateurs à travers ce contenu-là. Pourquoi est-ce que je parle de confiance ? Parce qu'en fait, le content marketing, ce n'est pas de la publicité. Ça, c'est vraiment très important de le noter. Il faut bien faire la différence entre les deux. Le but n'est pas de promouvoir vos services en disant voilà ce que je vends, voilà le prix, c'est super, il y a une très forte valeur ajoutée. Ça, c'est pas du content, c'est de la pub. Donc, c'est très bien, mais c'est différent. Le content marketing, le but n'est pas de vendre, n'est pas de mettre en avant vos services à proprement parler, mais plutôt d'aller engager une conversation en fait avec votre auditoire, avec votre public, pour lui parler de sujets qui vont l'intéresser lui. Donc le but, encore une fois, n'est pas de vendre des choses, mais plutôt d'aller créer de la valeur à travers des prises de position, à travers du contenu. Voilà pourquoi il y a des critères un peu indispensables à tout content que l'on va créer. D'abord, il faut que ce soit intéressant. Donc, il faut que vous trouviez un contenu qui intéresse votre cible. Il faut que ce soit basé sur des faits, donc sur de la recherche, sur des avis d'experts. Enfin, vraiment que ce soit des choses qui apportent de la valeur et qui soient avérées. Et enfin, que ce soit inspirant et ou utile. Donc, quand c'est les deux, c'est l'idéal. Mais vous allez apporter vraiment quelque chose de différent. Ce n'est pas de la vente. Vous allez apporter quelque chose de différent à votre public en lui parlant de sujets qui lui tiennent à cœur. Donc, ça peut prendre beaucoup d'aspects différents. Ça peut être un guide pour apprendre à utiliser quelque chose qui va avoir de la valeur à votre consommateur. Ça peut être des articles un peu prise de position inspirants. Ça peut être partager de la recherche sur un sujet. Voilà, ça peut être beaucoup de choses, mais il faut vraiment qu'il y ait une forme de valeur. Oui, Sébastien, tu auras accès au slide après. Mais il faut vraiment qu'il y ait de la valeur et qu'il y ait une forme d'expertise et de savoir qui soit transmis, qu'à la fin, après avoir été engagé avec votre contenu, votre lecteur dise « Ah là, j'ai appris quelque chose » ou « Ah ouais, là, ça a un peu ouvert mes chakras.
voilà, que ça lui a apporté quelque chose. Donc là, je vais vous montrer le fil Instagram d'une marque et je vais vous demander de deviner, si vous le pouvez, qui est la marque, à qui appartient cette page Instagram. Et c'est pour vous montrer en fait que le content marketing, ça vous permet de connecter avec vos cibles à travers de l'émotion. Donc, est-ce que vous pouvez... Bon, ok, alors il y a quelqu'un qui a trouvé direct. Est-ce que c'est parce que vous avez identifié le petit logo Slack sur la voiture? Ouais, c'est okay. Ok, mais en fait, sur grand écran, ça se voit moins. C'est pour ça que j'aurais dû adapter la capture d'écran au fait que ce soit sur ordi et donc c'est beaucoup plus près. Mais je vous assure que quand je le mets sur un grand écran, ça ne se voit pas. Effectivement, c'est une page Instagram qui appartient à Slack. Et en fait, Slack, je pense que les start-upers, beaucoup d'entre vous doivent connaître, c'est un outil collaboratif pour échanger avec ses collègues au travail. C'est une messagerie instantanée, en fait. Et quand on regarde, outre le fait que ce soit écrit sur la voiture, on voit, enfin moi je vois pas du tout un outil pour m'engager à collaborer. J'ai l'impression que c'est limite une marque de un peu design. Enfin c'est assez inspirant. C'est différent en fait de ce que j'attendais de la part d'une marque comme Slack qui est au final un produit très concret qui est juste un outil de discussion. Et donc c'était pour illustrer en fait le fait que le content marketing, ça va vous donner l'opportunité, peu importe ce que vous vendez, de collaborer et d'échanger et de créer une relation différente de la relation commerciale que vous allez avoir avec vos prospects ou avec vos clients. Et vous allez essayer de générer chez eux de l'émotion. C'est vraiment l'opportunité de montrer qui vous êtes sans arrière-pensée. Et je pense que ça, c'est un élément hyper important du content marketing. C'est voilà qui je suis, voilà quelles sont mes valeurs, voilà quelle est ma raison d'être, voilà quelle est ma mission en tant que marque. Je n'ai pas d'arrière-pensée, je cherche juste à apporter de la valeur, à créer une connexion émotionnelle avec mon public. Et ensuite, advienne que pourra sur la partie commerciale. Mais là, on est vraiment bien en amont. Voilà, j'espère que cette petite introduction est claire pour tout le monde. N'hésitez pas à me mettre vos commentaires ou vos questions dans le chat si vous en avez. Et bravo pour ceux qui ont direct capté sur Slack. Donc maintenant, je vais rentrer un peu plus dans le vif du sujet et je vais vous parler de comment on peut essayer de créer une stratégie de content marketing en se basant sur ces grands principes et sur cette théorie un peu que je viens de vous exposer. Donc, il y a trois questions avant de commencer que j'aimerais vous poser si vous êtes en train de vous demander comment faire pour créer votre stratégie content. La première, c'est est-ce que vous avez identifié votre style? Comment est-ce que vous voulez parler en fait à votre public? Est-ce que vous êtes dans une entreprise B2B où vous parlez à des grands comptes et vous devez adopter un style hyper respectueux? Est-ce que vous êtes dans une entreprise B2C et vous voulez adopter un style un peu copain-copain avec vos clients ou vos futurs clients, avec votre audience? Est-ce que c'est quelque part entre les deux? Est-ce que vous avez oui ou non à l'humour? Oui ou non à la familiarité? Voilà. Est-ce que vous vous voyez? Est-ce que vous tutoyez? Toutes ces questions-là, c'est des questions indispensables qui vont permettre en fait de créer un sentiment de cohérence quand votre cible va être engagée avec votre contenu et de ne pas tomber sur un article où vous les vous voyez et ensuite sur un e-book où vous les tutoyez, mais d'avoir vraiment quelque chose de très cohérent. Et c'est ça aussi qui va permettre de créer une identité forte pour votre marque. C'est vraiment votre style, votre tone of voice, comme on dit en anglais. Et pour faire ça, il y a une question sous-jacente qui est, en fait, est-ce que vous avez réfléchi à votre identité de marque? Et honnêtement, si ce n'est pas le cas, je vous invite à vous poser ces questions avant de vous lancer dans la création de votre stratégie content, parce que sinon, vous allez probablement patauger un peu dans la semoule et avoir des difficultés à choisir quel type de contenu créer, quelle voie adopter, ça va être difficile. Donc vraiment, je vous encourage dans un premier temps à vous demander, en fait, quelle est mon identité de marque avant de me lancer dans le content. Moi, j'ai une question pour toi, Leslie. Ouais. Par exemple, tu as des cibles B2B et B2C. Est-ce que tu penses que c'est totalement faisable d'adapter en fait son ton de voix à chaque cible, mais vous voyez d'un côté, tutoyer de l'autre? Est-ce que c'est faisable ou est-ce que pour toi, il ne faut pas mélanger, il faut choisir un ton et s'y rester? Ouais, c'est une bonne question. Non, moi, je pense que c'est faisable. Je pense que tu peux totalement varier en fait en fonction de ta cible, la manière dont tu t'adresses à eux. Mais je pense qu'il faut que ce soit toujours fait en cohérence avec profondément qui tu es en tant que marque. Okay. Par exemple, tu vois, nous, sur notre page LinkedIn chez Move1, on s'adresse principalement à des grands comptes. Donc, on utilise principalement le vouvoiement. En revanche, quand on publie des posts de recrutement, parce qu'on utilise aussi LinkedIn pour recruter, bah là, on s'autorise le tutoiement. Donc, c'est une cible d'acquisition différente. On cherche à attirer des candidats dans une start-up. Donc, c'est cohérent avec notre identité de start-up de les tutoyer.
tu vois, le fait que ça cohabite, ça ne me dérange pas, mais je sais pourquoi je le fais et je sais comment je garantis la cohérence globale de la manière dont je parle à ma cible. Donc, c'est pour ça que c'est un travail nécessaire à faire en amont. En fait, les choix peuvent se défendre, mais il faut qu'ils soient faits en conscience. Il ne faut pas que ce soit un hasard de se dire une fois je vous vois, une fois je tutoie. Ça répond à ta question? Parfait. Alors, deuxièmement, en fait, c'est tout à fait lié. C'est est-ce que vous avez identifié vos personas? Donc, les personas, c'est justement un peu les cibles, c'est un peu les grandes catégories de personnes à qui vous allez vous adresser. Et justement, c'est la manière dont vous allez vous adresser va varier en fonction de vos personas. Et le type de contenu que vous allez produire va varier également. Donc, c'est extrêmement important de savoir est-ce que vous avez un ou plusieurs personas et d'essayer d'être le plus précis possible dans la définition de ces personas. Est-ce que c'est plutôt des hommes, des femmes, les deux? Est-ce qu'il y a une catégorie socio-professionnelle? Est-ce qu'il y a une tranche d'âge? Est-ce que ces personnes vont avoir des centres d'intérêt particuliers? Est-ce qu'elles vont utiliser certains réseaux sociaux plutôt que d'autres? Comment elles travaillent? Qu'est-ce qui les intéresse? Enfin voilà, il faut essayer d'aller vraiment creuser au maximum dans l'identification de vos personas. On pourra faire un webinaire entier dédié à ce sujet, donc ce n'est pas le but. Mais je vous invite aussi à vous poser cette question des personas avant de vous lancer dans votre stratégie content. C'est assez important et ça vous permettra d'être plus précis et de perdre moins de temps parce qu'en fait, de créer directement des contenus qui vont parler à vos cibles sans passer par la case « je crée quelque chose qui va n'intéresser personne ». Et la troisième question que je vous pose, c'est est-ce que vous avez identifié vos canaux de diffusion? Donc là aussi, c'est extrêmement important de se demander, et ça découle un petit peu de la question précédente qui est celle des personas. Une fois que vous avez identifié à qui vous vous adressez, vous allez normalement plus facilement pouvoir savoir quels canaux utiliser pour toucher ces personnes. Encore une fois, je l'ai dit rapidement au début du webinaire, mais un content qui n'est pas diffusé, c'est un content qui ne sert à rien. Enfin, le but, évidemment, ce n'est pas de créer du contenu que vous n'allez pas ensuite diffuser et partager au plus grand nombre. Donc, une fois que vous avez identifié votre style, une fois que vous avez identifié à qui vous souhaitez diffuser votre contenu, demandez-vous comment. Et en fait, il faut que la réflexion sur les canaux soit intégrée à votre réflexion sur le content. Moi, j'ai travaillé pendant un moment en séparant complètement les deux, en pensant d'abord le contenu et ensuite en réfléchissant aux canaux. Et j'étais 10 fois moins efficace parce qu'en fait, parfois, on se rend compte que le contenu qu'on a créé n'est pas fait pour les canaux les plus utiles et les plus efficaces. Donc, c'est vraiment une réflexion qu'il faut avoir conjointement. Quel contenu je crée et comment je le diffuse, ça doit faire partie de votre stratégie content globale, en fait. Je pense que c'est vraiment intelligent de ne pas séparer les deux. Ça vous fera gagner beaucoup de temps. Est-ce que vous avez des questions à ce stade? Donc, j'ai vu, si tu prends l'exemple de Poppy, le PQ, B2B et B2C, Audrey parle avec humour mais respecte de la même manière à tout le monde sur le groupe Facebook, elle tutoie. Ok. Je ne connaissais pas trop cette marque, mais c'est intéressant, j'irai voir ce qu'ils font. Merci. Si vous avez d'autres questions à ce stade, n'hésitez pas à les poser. Et sinon, j'avance. Donc, maintenant que vous avez répondu à ces 3 questions que moi, je vous ai posées, il est temps de créer votre roadmap content. Donc, moi, je vous propose 4 étapes et je vais rentrer un petit peu dans le détail de chacune de ces étapes. Premièrement, sélectionnez vos thématiques clés. Donc, on va voir comment on peut s'y prendre pour sélectionner les thématiques. 2, créer un planning. Comment on va diffuser, en fait, à quel moment et de quelle manière on va diffuser le contenu qu'on aura créé. Ensuite, se fixer des KPIs. Et enfin, diffuser, tester, apprendre, adapter, recommencer. Donc, l'étape 4, il faut vraiment l'envisager comme un cycle et j'y reviendrai à la fin. Donc là, je vois qu'il y a une petite question de Marie-Lange, pour revenir juste sur ta slide d'avant, qui demande si utiliser un ton formel est soutenu, quitte à ce qu'il y ait du contenu un peu difficile à lire, c'est vraiment une bonne idée pour gagner en crédibilité. Quand on veut montrer une image d'expert, nous devons utiliser un ton formel et soutenu, quitte à ce que le contenu soit plus difficile à lire. C'est une très bonne question. Je vois ce que tu veux dire et je dirais plutôt non, de mon point de vue. De mon point de vue, privilégier la forme plutôt que le fond. En fait, ça revient à privilégier la forme plutôt que le fond. Je pense qu'en fait, il faut essayer au maximum de vulgariser. Même si tu es dans un environnement assez niche, l'objectif, c'est de toucher le maximum de personnes avec ton contenu. Et pour moi, il faut essayer dans la mesure du possible. Alors après, je sais qu'il y a certaines industries où c'est vraiment très compliqué, mais dans la mesure du possible, essayer quand même de vulgariser au maximum ce que tu as à dire pour toucher le plus de personnes possible, quitte à baisser un petit peu ton niveau d'expertise pour vulgariser parce que ça va permettre d'augmenter justement ta visibilité et de toucher le plus de monde possible.
Donc voilà, moi, si je devais faire un arbitrage, je choisirais plutôt la vulgarisation. Alors, merci à toi pour ta question. Donc, j'embraye sur choisir ses thématiques, qui est la toute première étape. Donc, je vous ai fait un dessin extrêmement schématique pour vous montrer un petit peu comment identifier les thématiques. Vous avez d'un côté un cercle avec ceux qui intéressent votre public, votre cible, votre audience, les sujets qui lui tiennent à cœur. Et ça, normalement, vous l'avez identifié au moment de créer vos personas. Vous savez à peu près quel type de sujets vont intéresser votre public. De l'autre côté, vous avez, vous, la valeur ajoutée que votre marque peut apporter. Donc là-dedans, je vais mettre toute l'expertise que vous avez en interne. Et là, il faut vraiment voir le plus large possible. Est-ce que vous travaillez avec des experts? Est-ce que vous avez des experts en interne? Est-ce que vous pouvez aller chercher de l'expertise ailleurs? Toutes les prises de position, toute la connaissance que vous avez en interne. Et au milieu, normalement, vous avez le sweet spot. Vous avez en fait l'espace sur lequel il va falloir que vous preniez la parole. Donc, par exemple, pour vous donner l'exemple de ma boîte, nous, chez Mouvoine, on propose une solution digitale de coaching, comme je vous le disais au début de ce webinaire. Notre cible, c'est les RH, les directeurs transfo des grands groupes. Donc, on va faire la liste de toutes les thématiques qui vont intéresser les directeurs RH, Learning and Development des grands groupes. Il y en a beaucoup, beaucoup de sujets. Et côté Mouvoine, on va chercher à voir quelle est chez nous notre expertise, qu'est-ce qu'on a en interne avec une forte valeur ajoutée et qui va intéresser notre cible. Et en essayant de trouver un petit peu le common ground, en fait, la zone commune entre ces deux choses-là, on va créer notre roadmap de webinars, de e-books, d'articles, etc., etc. Donc, je vous invite vraiment à faire la même chose dans votre boîte. Quelle est la valeur ajoutée que vous pouvez apporter? Et c'est aussi le bon moment pour s'interroger sur la concurrence. Regardez un petit peu de quoi parlent vos concurrents. Regardez un petit peu les lieux communs, les sujets que tout le monde traite. Essayez de ne pas aller là-dedans et de ne pas foncer tête baissée dans exactement ce que font vos concurrents parce qu'en fait, vous n'allez pas vous démarquer avec votre stratégie de contenu. Donc, essayez de regarder justement ce qu'ils ne font pas. Ça va peut-être encore plus réduire votre sweet spot, mais ce n'est pas grave. Mieux vaut, je trouve, de mon point de vue, mieux vaut aborder un nombre moins large de sujets, mais avoir des sujets qui soient différenciants et qui soient impactants pour votre cible. Donc, je vois une petite question, Charlotte. Peux-tu nous donner un exemple de sweet spot chez Mouvoine? Oui, absolument, je peux te donner un exemple. Chez Mouvoine, on capitalise énormément sur nos coachs pour créer du contenu. On travaille avec une communauté de coachs certifiés et expérimentés qui vont en fait dispenser le coaching auprès des personnes qui vont souscrire à notre solution. Et en fait, on travaille beaucoup avec eux pour créer du contenu. On les utilise pour animer nos webinars. On leur demande d'écrire des articles. On fait plein de choses avec eux. Et en fait, ils vont apporter justement toute cette expertise coaching qui va renforcer, nous, notre expertise Mouvoine on propose une solution de coaching hyper efficace. Nos coachs, a priori, personne d'autre ne les a, donc ça garantit un peu le côté unique de notre contenu. Et on travaille avec eux pour identifier les sujets qui vont parler à notre cible, à nos RH. Donc ça, typiquement, tu vois, toute l'utilisation des coachs et le contenu autour du coaching, comment ça marche un coaching, quelle est la valeur ajoutée du coaching, qu'est-ce qui se passe pendant une séance de coaching, etc. C'est un sweet spot hyper profitable qu'on a identifié chez Mouvoine. Voilà, j'espère que ça répond à ta question. Donc, une fois qu'on a choisi ces thématiques-là, pas une fois qu'on a choisi ces thématiques, une manière d'identifier ces thématiques-là, c'est de travailler en fait avec toute votre entreprise. Donc, pour les indépendants, je suis désolée, là, il va falloir un peu sortir de votre zone de confort, interroger des amis, d'autres start-upers, essayer de parler le plus possible avec des gens autour de vous. Mais comme je l'ai marqué, je sais que ça peut être choquant pour les marketeurs, mais toutes les bonnes idées ne viennent pas toujours du marketing. Parfois, les bonnes idées viennent des sales, les bonnes idées viennent du produit, les bonnes idées viennent de la tech, de l'équipe déploiement, de l'équipe RH. Toutes vos équipes en fait en interne peuvent participer à du brainstorming et peuvent vous aider à définir justement vos thématiques. Et en particulier, j'insiste particulièrement quand même sur les sales et les équipes de déploiement, si vous en avez, qui sont quand même les premiers au contact des clients et qui vont donc avoir une connaissance bien spécifique de ce qui les intéresse. Donc voilà, je vous invite vraiment à créer un comité éditorial pour justement proposer des thématiques et proposer des sujets qui vont être pertinents pour votre cible. Alors, je vais prendre ta question, Justine. Comment engager les spécialistes en interne? Donc ça, c'est une très bonne question. Je sais que ce n'est pas toujours évident. Là, il va falloir faire preuve de psychologie, je pense, et essayer d'identifier quels sont les leviers de la personne à qui tu t'adresses
pour essayer de savoir qu'est-ce qui va chez elle créer l'engagement et la volonté de partager son savoir, son expertise. Est-ce que tu es face à quelqu'un qui a envie de développer son personal branding? Dans ce cas-là, tu vas lui proposer de mettre son expertise en avant en mettant en avant sa personnalité à travers les réseaux sociaux, en mettant sa photo, en lui proposant de signer ses propres articles, d'animer des webinars, etc. Et ça va lui permettre de développer son personal branding. Ça peut être un levier. Un autre levier, ça peut être de lui montrer en fait la valeur ajoutée sur le business, en lui disant que plus tu vas développer du contenu de qualité, plus tu vas construire... Immuniser contre ça. Que ce soit de l'électricité dans ton rapport conjoint-conjointe durant ce fameux confinement. Petits reproches du quotidien qui font plus mal que d'habitude, voire mal en éteindre votre micro, je pense qu'il y a une... Ah, merci. Ok, moment totalement déstabilisant, mais c'est pas grave, je continue. J'étais en plein dans mon explication en plus sur les leviers psychologiques des personnes, donc c'est pas grave. Voilà, donc comme je te disais, essaye de trouver un peu les choses qui vont parler à cette personne-là. Est-ce que c'est personal branding? Est-ce que c'est impact sur le business? Est-ce que c'est juste tout simplement partager son expertise un peu de manière pédagogique? Ça va lui apporter sur le plan personnel. Je pense qu'un truc qui marche avec tout le monde, c'est d'impliquer les personnes du début à la fin du process. Si tu sollicites quelqu'un en interne pour lui demander de partager son expertise avec toi, Justine, essaye de l'impliquer bien en amont en lui donnant du sens, pourquoi tu lui prends du temps, quel impact ça va avoir, et ensuite de la garder impliquée tout au long du processus jusqu'à la création et la diffusion du contenu. C'est ce qui permet de donner du sens et d'engager, pas juste de la prendre à un moment de ta création de contenu et ensuite de plus jamais lui donner de nouvelles. Ça, c'est typiquement en général ce qui fait que les gens n'ont plus envie de s'investir quand ils n'ont pas vu en fait l'impact de ce qu'ils avaient créé sur le long terme. Voilà des petits conseils que je peux te donner, mais tout le monde est différent, donc il faut vraiment essayer de trouver ce qui va parler à une personne plutôt qu'à un autre. Bon, j'accélère un petit peu parce que on est déjà à la moitié du temps. Donc, ensuite, une fois que vous avez choisi vos thématiques, interrogez-vous aussi sur le contexte de votre entreprise et sur ce qui se passe en fait au quotidien, et aussi c'est ce qui va vous aider à créer votre planning. Donc en fait, l'idée c'est, une fois que vous avez identifié vos experts en interne, qu'on construisez des thématiques en saisissant les opportunités et en capitalisant sur votre actualité. Ça, c'est hyper utile pour construire un planning éditorial et pour sélectionner les bonnes thématiques. Est-ce que vous changez de positionnement? Est-ce que vous sortez un nouveau produit ou une nouvelle offre? Est-ce que vous voulez créer est-ce que vous allez annoncer un nouveau partenariat? Une présence à un événement. Il peut y avoir beaucoup d'opportunités en fait différentes de créer et d'engager toute la boîte en fait autour de la création de contenu et en fait de capitaliser sur des événements qui peuvent avoir lieu à la tech, d'autres actions marketing, aux produits, etc., etc. Donc par exemple, la release d'une nouvelle feature, ça peut être l'occasion de communiquer sur les bénéfices d'un point de vue content. La présence à un événement, ça peut être la possibilité de faire une grande annonce, par exemple d'une enquête ou d'un contenu nouveau sur lequel vous n'aviez pas encore communiqué. Enfin voilà, je vous invite en fait vraiment à vous demander qu'est-ce qui se passe dans ma boîte, quels sont les grands temps forts de l'année, et à essayer autant que faire se peut de calquer votre stratégie contenu là-dessus. Ça vous permettra d'avoir encore plus d'impact sur vos contenus et d'être encore plus pertinent. Voilà. Alors, une fois qu'on a déterminé nos cibles, qu'on a choisi nos thématiques et qu'on a construit notre planning éditorial, il est temps de se fixer des objectifs. Donc, se fixer des objectifs, c'est juste indispensable pour savoir si le contenu qu'on crée, il fonctionne ou non. Et là, je vous propose en fait de vous poser des questions pour chaque contenu et pour chaque canal de diffusion. Parce qu'en fait, en fonction du type de contenu que vous créez et en fonction du canal de diffusion que vous sélectionnez, ce que vous allez mesurer, ce ne sera pas la même chose. Je vous donne un exemple tout bête. Il y a certains contenus que vous allez donner en libre service, exemple classique des articles de blog, et il y a certains contenus que vous allez gater, donc que vous n'allez rendre disponibles qu'après la complétion d'un formulaire. Typiquement, pour les articles de blog, vous allez choisir des KPIs qui sont plutôt liés au nombre de vues. Pour les contenus qui sont seulement disponibles après le remplissage d'un formulaire, vous allez plutôt vous intéresser au nombre de conversions, au nombre de formulaires remplis. Et même dans ce cadre-là, peut-être que vous allez seulement comptabiliser les contacts dans votre cible et que vous n'allez pas comptabiliser les contacts totalement hors cible. Exemple chez Move One. Pour illustrer un peu ce que je veux dire,
On produit pas mal de e-books, d'infographies, de webinars. Pour tous ces contenus, on demande aux personnes de remplir un formulaire avant de leur envoyer. Nous, on comptabilise que les MQL, c'est-à-dire que, par exemple, tous les coachs qui téléchargent nos contenus, c'est des personnes à qui on ne pourra jamais vendre, et donc, c'est des personnes qu'on ne comptabilise pas comme des MQL. Ça ne veut pas dire qu'on n'est pas ravis qu'ils téléchargent nos contenus, c'est super pour notre branding, ça répond à d'autres objectifs, mais ce qu'on va comptabiliser, c'est vraiment les RH qui téléchargent nos contenus parce que c'est eux qui constituent notre cible. Voilà, nous, c'est notre façon de faire. Peut-être que chez vous, c'est différent. Ça varie aussi beaucoup en B2B et en B2C. Mais voilà, je vous invite pour votre situation à vous poser ces questions en fait. Qu'est-ce qui rime avec performance? Quelle est ma définition de performance? Qu'est-ce que je veux mesurer et comment je vais m'y prendre? Ça, c'est aussi un point hyper important. Parfois, on a tendance à s'imaginer qu'on va pouvoir mesurer des choses extrêmement précises, extrêmement détaillées. Mais si le temps que ça vous prend pour mesurer ces choses-là, il est supérieur au temps que ça vous a pris de créer le contenu, ça n'en vaut pas la peine. Il faut quand même se poser des questions sur la facilité de mesurer les KPIs. Et il faut trouver en fait le juste milieu entre des KPIs un peu qui servent à rien et des KPIs qui sont très pertinents mais impossibles à mesurer. Ça va me prendre des heures, je vais faire ça à la main et ça ne vaudra pas le coup en fait. Donc voilà, encore une fois, la réponse sera différente selon votre industrie, selon votre cible, mais il est vraiment important de se poser ces questions-là avant de se lancer dans la diffusion de vos contenus parce que, en fait, ça vous permettra d'être efficace à l'étape suivante. L'étape suivante, en fait, c'est la phase de diffusion. Donc, diffuser, tester, apprendre, adapter, recommencer. L'objectif, en fait, là, ça va être de fail fast, qui est un peu quelque chose que vous avez peut-être entendu si vous êtes familier avec la culture startup, c'est d'essayer de se rendre rapidement compte, en fait, ça veut juste dire rapidement se rendre compte de ce qui marche et de ce qui ne marche pas. Donc moi, ce que je vous invite à faire, c'est des campagnes assez courtes, quelques jours, quelques semaines maximum de promotion et rapidement, en fait, d'analyser les KPIs que vous vous êtes fixés à l'étape d'avant pour vous demander est-ce que ça a eu un impact ou pas, est-ce que j'ai atteint mes objectifs ou pas. Si jamais vous en êtes au tout début du cycle, ça va vous permettre aussi d'ajuster vos KPIs. Parfois, on va avoir tendance à se fixer des objectifs extrêmement ambitieux, mais limite trop décorrélés de la réalité. Et après le premier cycle d'itération, on va se fixer des objectifs plus réalistes. Ou alors, parfois, on va justement se fixer des objectifs qu'on va exploser dès la première semaine de promotion ou de diffusion de notre contenu. Et du coup, on va se forcer à se rechallenger ensuite et à se fixer des objectifs plus ambitieux. Donc ça, c'est déjà un des premiers bénéfices. Vous allez également très rapidement vous rendre compte des campagnes qui fonctionnent, qui ne viennent pas, qui marchent, qui ne marchent pas, qui sont efficaces, qui sont moins efficaces. Donc voilà, c'est vraiment ça l'intérêt d'avoir des cycles plus courts, c'est de rapidement se rendre compte de ce qui marche ou de ce qui ne marche pas. Il y a une question de Marie-Lange sur comment savoir si le problème vient du contenu ou de la promotion du contenu. Ouais, c'est une très bonne question. Je suis d'accord. C'est pas évident, c'est pas toujours évident de le savoir. Et en fait, c'est avec le temps que tu pourras le savoir. Je te donne un exemple. Par exemple, nous, on a produit pendant un certain temps pas mal de e-books, ok. Et parfois, en faisant toujours le même type de promotion, on se rendait compte qu'il y avait certains contenus qui fonctionnaient hyper bien et d'autres qui fonctionnaient moins bien. Et donc, on s'est rendu compte que quand la promotion était la même, mais que la performance variait, c'était probablement l'objet, le titre du e-book qui n'était pas bon, c'était probablement le sujet qui parlait moins, c'était probablement pas le canal de diffusion parce qu'avec un autre contenu, on avait eu des super bonnes performances. Un autre moyen très efficace pour savoir d'où vient le problème, c'est de faire de l'A/B testing. Ça, c'est vraiment quelque chose que je te recommande si tu en as la possibilité. L'A/B testing, je ne sais pas si tu vois ce que c'est, Marie-Lange, mais en gros, c'est quand tu changes une seule variable, tu gardes exactement le même contenu, tu fais ouais, tu connais, ok. En fait, en faisant de l'A/B testing, tu vas pouvoir te rendre compte de la performance d'un contenu versus présenté d'une certaine manière versus d'une autre manière, encore d'une autre manière, encore d'une autre manière. Et en changeant une seule variable à chaque fois, tu vas te rendre compte de si le problème, c'est plutôt tes canaux de diffusion ou si c'est plutôt le titre et l'objet de ton contenu. Et Justine, ouais, c'est hyper coûteux à mettre en œuvre. Alors, bonne remarque, je suis d'accord. Ça dépend aussi du budget que tu alloues et du temps de run de ta campagne. Tu peux très bien te dire que tu fais un A/B testing avec un budget plus faible, mais
plus fréquent. Enfin, tu vois ce que je veux dire? En fait, rapidement, tu vas pouvoir avoir des KPIs clés, même si tu as un budget assez faible, pardon. Ce qui va être coûteux, par contre, c'est le temps. Effectivement, tu vas prendre du temps à paramétrer tes campagnes, à tester différents formats. C'est surtout ça, en fait, pour moi, le coût, parce que tu peux partir avec 50 € ou 100 € et te dire que c'est ça ton budget que tu alloues et que tu dépenses pas plus. Mais par contre, effectivement, produire les variations de contenu, ça prend du temps. Et le temps, c'est de l'argent, clairement. Mais je pense que sur le long terme, ça vaut le coup parce que ça va rapidement te permettre de savoir ce qui marche et ce qui marche moins bien. Voilà. Donc, nous, en tout cas, on le fait beaucoup chez Move One et enfin, c'est une pratique qui fait maintenant vraiment partie de notre quotidien et ça nous permet quand même de faire des choix et des arbitrages parce qu'en fait, rapidement, tu te rends compte qu'il y a certains contenus, même si toi, tu te disais « Ah ouais, c'est super », en fait, tu les testes, ça ne marche pas, bah, tu arrêtes et tu recommences, quoi. Donc, je vous invite quand même à le tester. Et sur la question, est-ce qu'une promotion payante est indispensable? Je crois que c'était ça. Ouais, une promotion payante du contenu est-elle indispensable? Non, pas du tout. Et tu peux tester de manière organique, particulièrement sur les réseaux sociaux. Même si tu fais de la promotion, et d'ailleurs même par mail, même si tu fais de la promotion organique sur les réseaux sociaux ou que tu testes des mails, tu peux faire exactement de la même manière, voir quel type de contenu va engager le plus ton public, quel type de contenu va avoir plus de vues, de clics, d'impressions, d'ouverture, etc., etc. Donc, les indicateurs, en fait, peuvent être les mêmes que ce soit une promotion payante ou gratuite. Donc, pas du tout obligatoire de dépenser de l'argent. Voilà, sur la partie diffusion, ce que je voulais dire, c'est vrai que ça demande une agilité. Je suis d'accord avec vous, hein, ça prend du temps. C'est parfois difficile de travailler comme ça sur des cycles courts. Et puis en plus, parfois, on est tellement fiers de notre contenu qu'on a envie on se dit, ça y est, c'est le Graal, j'ai fait un truc super là, je vais le diffuser au max. Et je sais que c'est la bonne méthode et je sais que c'est la bonne manière. Mais en tant que marketeur, en fait, le fait d'adopter cette approche-là, ça nous force à rester assez humble et en permanence se remettre en question et se challenger. Et moi, je suis la première concernée, hein, parce que moi, j'ai beaucoup, beaucoup écrit et produit moi-même mon propre contenu. Et parfois, j'avais l'impression d'avoir fait du Shakespeare et en fait, le contenu ne marchait pas. Et c'est pas grave, mais ça nous force à rester super humble et ça nous force à pas forcément idéaliser ou parfois certaines choses. Et parfois, ça nous sort de nos certitudes, en fait, d'avoir ces cycles courts et de se rendre compte rapidement ce qui marche pas. L'important, c'est de gagner en agilité. Et vous allez le voir qu'au fur et à mesure de vos campagnes, ça va vous sembler de plus en plus naturel et de plus en plus facile. Alors, une question, est-ce possible de mesurer les répercussions commerciales au-delà du trafic, du clic, mais plus les nouveaux clients, les nouveaux users suite aux campagnes de content? Ouais. Ça, c'est une question, franchement, je pense qu'il faut faire un autre webinaire pour répondre à ta question, Léna. C'est une excellente question, hein, mais c'est la base, en fait. Donc, bien sûr que oui, c'est possible de le faire. C'est plus tu t'éloignes, en fait, des indicateurs marketing et plus tu t'approches des indicateurs sales, plus c'est complexe. Je ne vais pas te le cacher. Hein. Parce que, en fait, c'est des choses qui vont devoir être liées. Enfin, en fait, c'est le coût d'acquisition client. Et le coût d'acquisition client, bien souvent, il n'est pas seulement imputable au marketing. Il est imputable à beaucoup de facteurs. Il est imputable aux actions marketing, il est imputable aux actions commerciales. Et du coup, ça dilue un petit peu l'impact direct d'une campagne marketing sur la création d'un nouvel user ou la création d'un nouveau client. Donc, c'est plus facile quand même sur des ventes simples de subscription. Donc, c'est plus facile en fait quand tu dois juste t'inscrire et qu'il n'y a pas toute une phase de vente complexe et longue, comme c'est le cas chez Move One, où nous, on a particulièrement une difficulté en fait à mesurer cet impact-là parce qu'on a des cycles de vente très longs. Depuis la prise de contact commercial jusqu'à la signature, il peut se passer des mois. Okay, donc là, c'est de plus en plus compliqué. Quand on est sur du B2C, quand on est sur la création de users ou du e-commerce, ça va être plus facile de mesurer cet impact. Ce qui est indispensable, en tout cas, c'est d'essayer de se doter des bons outils, idéalement d'intégrer ton CRM avec ton outil de marketing automation, dans le meilleur des cas, pour pouvoir mesurer ça efficacement. Et de créer à chaque fois des landing pages et des UTM spécifiques. Ça aussi, c'est hyper important. En fait, quand tu crées des UTM, c'est des liens de tracking uniques par type de contenu ou par type de campagne. Ben, en fait, ça va te permettre de mesurer exactement qu'est-ce qui a converti. Donc, quand la personne elle a cliqué sur tel lien, ça l'a amené sur telle page, elle a rempli tel formulaire. Et ça, tu peux le mesurer vraiment précisément lorsque tu crées des UTM.
Donc ça, c'est un moyen simple de mesurer directement en fait, la progression d'un contact depuis ton contenu jusqu'à ta page de conversion. Mais bon, peut-être à refaire un webinaire un jour sur ce sujet de l'impact du market sur la performance commerciale, qui est un sujet qui concerne vraiment tous les marketeurs et qui nous permet de démontrer notre valeur. C'est clair que c'est une question à se poser, mais c'est un vaste sujet. Voilà. J'espère que j'ai un peu répondu quand même à ta question. Donc, je passe sur la troisième, next webinar. Donc, je passe sur la troisième étape qui est devenir une machine de production de content. Alors là, je vais vous parler de manière très pragmatique sur comment en fait est-ce qu'on capitalise sur le contenu. Et en fait, il suffit d'adopter une démarche la plus écologique possible et d'identifier en fait dans un premier temps vos ressources. Donc, pour créer une machine de market bien huilée et de content bien huilé, il faut identifier quelles sont vos ressources et les diviser pour moi en deux, avec un côté make et un côté buy. Donc, qu'est-ce que vous pouvez faire en interne vous-même? Encore une fois, ça ne veut pas dire que ça ne vous coûte pas, ça vous coûte du temps. Parfois, c'est un arbitrage. Parfois, on peut faire en interne, mais on fait le choix d'acheter parce que, en fait, ça coûte moins cher de demander à quelqu'un d'autre de le faire que de le faire soi-même. Et parfois, on n'a tout simplement pas la compétence en interne, on est obligé de la déléguer et dans ce cas-là, il faut l'acheter. Et je vous invite en fait à vous interroger là-dessus aussi en amont de vous lancer dans la création de contenu, parce qu'en fait, sinon, vous risquez d'avoir des déconvenus lorsque vous allez vous rendre compte en plein milieu de la création d'un e-book qu'en fait, ça vous coûte vachement cher parce que vous n'avez ni les compétences rédactionnelles, ni les compétences graphiques, etc., etc. Donc là, je vous ai donné quelques exemples théoriques. Pour réaliser un e-book, est-ce que vous savez rédiger? Est-ce que vous savez créer le design? Est-ce que vous savez diffuser? Mais ça vaut pour la création d'infographies, de vidéos, d'articles, etc., etc. Est-ce que c'est du make? Est-ce que c'est du buy? Est-ce que c'est les deux? Et vraiment, ça vous permet aussi de créer votre budget, en fait, content, avant de vous lancer dans la création directe et du coup d'avoir parfois des déceptions et des déconvenus au fur et à mesure du processus de prod. Voilà. Ensuite, posez-vous la question de la scalabilité de votre contenu. Quels sont les sujets qui marchent à chaque fois? Donc ça, c'est une question aussi importante à se poser. Est-ce que vous allez, parfois, vous allez avoir une idée de génie, vous allez identifier un contenu, vous allez trouver ça brillant, mais en fait, vous n'allez pas du tout pouvoir vous en resservir parce que c'est quelque chose de très ponctuel. Ça va intéresser votre cible une seule fois et pas dans la durée. Et ça peut générer vachement de frustration d'investir beaucoup de temps et de budget sur un contenu que vous ne pourrez utiliser qu'une seule fois. À l'inverse, comment est-ce qu'on peut créer du contenu recyclable? Et ça, je vais vous illustrer un peu comment on peut s'y prendre juste à la slide d'après. Mais le côté recyclable, c'est pour ça que je vous parlais d'écologie au début de cette partie. C'est vraiment la clé d'une bonne stratégie de content marketing. Pourquoi? Parce qu'en fait, ça vous permet de prendre du temps une fois sur l'identification du sujet et sur la création du contenu. Et ensuite, vous recyclez, vous recyclez, vous recyclez. Donc, je vous donne un exemple. Imagine, pardon, j'ai encore le titre en anglais, mais évidemment, ça ne s'écrit pas comme ça en français. Donc, je vous donne un exemple avec un E. Vous lancez une enquête, ok? Vous décidez de lancer une enquête à large échelle. Par exemple, chez Mouvoine, on a lancé une enquête sur le rôle des managers dans la transformation des entreprises, ok? Donc là, vous payez cher pour cette enquête potentiellement, ou alors vous la réalisez vous-même, mais quoi qu'il arrive, ça vous prend du temps. Vous créez un questionnaire, vous récoltez des réponses, et là, vous avez une mine d'or avec énormément de matière. Vous avez ensuite du contenu pour des mois. Parce qu'en fait, vous allez utiliser toute la matière que vous aurez récoltée en phase amont et vous allez ensuite créer un webinar pour présenter les résultats. De ce webinar, vous pouvez ensuite le couper et faire une série de vidéos pour les réseaux sociaux. Vous allez créer une infographie avec les chiffres clés de votre enquête. L'infographie, vous pouvez ensuite également la cutter et la mettre sur des posts réseaux sociaux pendant plusieurs semaines. Vous allez créer un e-book dans lequel vous allez approfondir votre sujet au maximum. Vous allez interroger des experts, demander à des clients de réagir peut-être sur les résultats de votre enquête. Et ensuite, ce e-book que vous allez proposer après remplissage d'un formulaire, vous allez aussi le couper en 4 ou en 5 et vous allez chaque semaine l'utiliser pour poster des articles sur votre blog. Et en fait, d'une seule recherche, d'un seul contenu, vous allez pouvoir créer, il va faire des petits en fait, et vous allez pouvoir créer une multitude de contenus différents avec des formats différents que vous allez pouvoir diffuser sur des canaux différents qui vont avoir un impact différent. Certains seront à travers un formulaire, d'autres seront en libre service, etc., etc. Et ça peut vous tenir des mois. L'autre bénéfice, en fait, c'est la cohérence de votre propos. Et ça, c'est un peu un biais du marketeur qu'on peut avoir parfois.
en fait, quand le marketeur, le content manager a créé son contenu, il le connaît par cœur. Il a l'impression que c'est le cas de sa cible aussi. Mais ce n'est pas parce que vous avez passé des mois à créer votre contenu que derrière, votre cible, elle le connaît aussi bien que vous. Bien au contraire. Et en fait, en utilisant cette méthode du recyclage, vous allez vraiment mettre en lumière tous les aspects de votre contenu. Peut-être que vous serez un peu lassé, mais je vous garantis que les personnes que vous allez toucher, elles ne seront pas lassées parce qu'en fait, déjà, vous allez toucher des personnes différentes à chaque fois, d'une manière différente à chaque fois, avec un angle aussi qui sera différent. Et du coup, vous allez vraiment exploiter au maximum votre contenu d'une manière qui sera impactante sur le long terme et de plein de façons différentes. Donc vraiment, je vous encourage à faire ça. Vous allez gagner du temps, vous allez gagner de l'argent et vous allez vraiment exploiter au maximum le contenu que vous aurez mis beaucoup d'énergie à essayer de développer. Voilà, j'espère que c'est clair, cette méthode un peu du recyclage et que ça vous parle aussi pour ce que vous faites dans vos boîtes. Et peut-être que c'est quelque chose que vous avez déjà l'habitude de faire, mais en tout cas, nous, c'est quelque chose qu'on fait vraiment chez Move One et on trouve toujours des nouvelles méthodes pour le faire d'ailleurs. Il y a toujours un format qu'on n'a pas exploré, toujours une manière de capitaliser sur le contenu qu'on n'a pas fait et il ne faut vraiment pas hésiter à être créatif de ce point de vue-là et de voir comment on peut encore tourner son contenu différemment. Voilà. Pour conclure, parce qu'il me reste une dizaine de minutes, je vais vous parler de mes 3 conseils pour faire face à la crise du Covid-19 d'un point de vue content marketing et aussi vous parler de ce qu'on a fait tout simplement nous chez Move One parce que du jour au lendemain, on a dû totalement adapter notre stratégie content. On avait prévu certaines choses, on a dû changer complètement de stratégie et je vais vous dire un petit peu les 3 enseignements que j'en ai tirés. J'espère que ça vous aidera. Donc, j'ai 3 conseils. Le premier, c'est de faire preuve d'empathie. Voilà, donc c'est de se dire que la crise n'est pas une personne. Adaptez votre ton et vos contenus au contexte de votre cible. C'est comme si moi, aujourd'hui, j'étais venue vous faire mon speech sur la version pure et parfaite d'une stratégie content sans me dire, sans me mettre un peu à votre place en me disant peut-être qu'eux, ils sont un peu perdus aujourd'hui, les personnes qui se sont inscrites à ce webinaire, parce qu'ils ne savent pas trop comment s'adapter à la crise. C'est pareil pour vos clients, en fait. Vous ne pouvez pas, je pense, leur parler exactement de la même manière que ce que vous faites d'habitude. Ce n'est pas réaliste parce qu'eux, ils vivent une situation qui est très compliquée à gérer, quelle que soit votre industrie. Et je pense que vous le remarquez peut-être dans les newsletters que vous recevez des différentes marques, des différents prestataires peut-être qui vous envoient des emails, qui vous envoient du contenu. Moi, personnellement, les marques qui me parlent exactement comme d'habitude, je ressens pas j'ai pas du tout envie d'aller sur leur site. Par exemple, les marques de fringues qui me vendent les vêtements exactement comme si rien n'avait changé. J'ai l'impression qu'elles sont décalées par rapport à mon quotidien. J'ai l'impression qu'elles se rendent pas compte que la poste marche pas comme d'habitude. J'ai l'impression qu'elles se rendent pas compte que la livraison des colis, c'est pas forcément évident. Et du coup, j'ai pas envie en fait d'aller sur leur site parce que je trouve ça bizarre et je trouve que c'est décalé et que c'est pas fin et que ça manque de finesse. Donc voilà, moi, je vous invite vraiment à faire pareil. Demandez-vous en fait comment votre public, votre audience est affectée par la crise et comment, dans la mesure du possible, vous pouvez vous adapter dans votre style, dans votre façon de parler, en fait, aux sujets qui vont intéresser en ce moment votre public et votre audience. Et là, je ne peux vraiment pas faire de généralité. Ça dépend totalement de votre secteur, de votre industrie, de qui est votre public. Mais je pense qu'il faut se poser cette question et se demander comment on s'adapte pour ne pas paraître un peu indélicat et à promouvoir un peu le contenu comme on a l'habitude de le faire. Donc, c'est mon premier conseil. Le second, c'est être réactif. On est en fait dans une situation exceptionnelle et à situation exceptionnelle, mesure exceptionnelle. On ne peut pas se mettre les mêmes contraintes et les mêmes exigences que d'habitude. Là, c'est vraiment done is better than perfect. Il faut prendre la parole, il faut réagir, il faut occuper l'espace. Et peut-être que du coup, votre contenu, il ne sera pas 100% aussi parfait que ce que vous avez l'habitude de faire, mais ce n'est pas grave. Pour vous donner un exemple, nous, chez Move One, on a voulu accompagner les RH et d'ailleurs toutes les entreprises qui font partie de notre audience dans cette crise. Et on a voulu le faire à travers des webinaires. Et d'ailleurs, comme Lyon, on sait qu'en ce moment, les événements physiques ne peuvent pas avoir lieu, donc on compense en faisant des webinaires. Le premier webinaire qu'on a réalisé, on l'a lancé à J+4 après le début du confinement. On a eu un cycle de promotion du webinaire d'1 jour et demi. D'habitude, nos cycles de promotion, ils durent 3 semaines. Donc, on a fait une énorme faute d'orthographe dans l'objet du webinaire. Bon, je ne vous dis pas, mais c'était horrible. J'ai relu l'email après et je me suis dit, mais ce n'est pas possible. On a fait partir un webinaire avec une énorme faute d'orthographe. Mais ce n'est pas grave, en fait. On a eu des centaines de personnes qui se sont inscrites à notre webinaire, des centaines de personnes qui ont participé. Les gens nous ont dit merci et les gens étaient
Et tu es heureux d'être là, en fait, tout simplement. Et moi, mon niveau d'exigence, même celui que je mets par rapport à mes équipes, c'est pas le même que d'habitude. Celui que je me mets à moi-même, c'est pas le même que d'habitude, mais c'est pas grave. Il faut être réactif, il faut s'adapter à la situation. Tout le monde s'adapte. On est tous dans le même bain, on n'a pas le choix. Et je pense que c'est vraiment le moment de faire preuve de bienveillance aussi envers soi-même en se disant, bah, ouais, peut-être que cette fois, je me relierai une fois moins que d'habitude et il y a une coquille qui va passer ou ce sera moins parfait, mais c'est pas grave, c'est la spontanéité, c'est l'empathie et c'est la réactivité dont on fait preuve qui compte dans ces moments de crise. Et c'est le cas là avec la crise du Covid, mais je pense que c'est le cas, peu importe les crises qu'on pourra vivre dans le futur, il faut faire preuve, il faut être réactif, il faut être agile et parfois, du coup, bah, il faut baisser un peu son niveau d'exigence. Voilà. Et mon troisième conseil, plus que jamais, c'est soyez pragmatique. Donc là, encore une fois, comme je vous le disais, déjà en temps normal, il faut être pragmatique, il faut recycler. Mais là, vous êtes peut-être victime de coupes budgétaires, vous êtes peut-être victime de chômage partiel ou de chômage total. Vous n'avez peut-être pas les ressources que vous pensiez avoir pour votre création de contenu. Ben, ce n'est pas grave, ne vous démoralisez pas, restez positif et recyclez. Ressortez des choses que vous avez déjà faites en les adaptant à la marge justement pour qu'elles correspondent au contexte. Recontactez des experts avec qui vous avez déjà travaillé pour leur proposer de recréer du contenu avec eux. Par exemple, bah, moi, c'est mon cas aujourd'hui. J'ai déjà donné un cours chez Lyon. Lyon m'a recontacté en me disant « Est-ce que tu serais d'accord pour refaire ce cours en format digital ?» C'était prêt en quelques heures parce que j'avais déjà 80% de la matière prête. Et moi, j'ai fait pareil en tant que directrice marketing. J'ai recontacté des experts avec qui on avait déjà travaillé dans le passé en leur disant ben, on avait déjà travaillé ensemble, est-ce que vous seriez prêts à faire quelque chose? C'est pas grave si c'est pas super innovant, c'est pas grave si c'est pas hyper nouveau, mais on recycle, on se réadapte, etc. Et les gens sont partants parce que les gens ont plus de temps, ils sont comme nous, hein, ils ont plein de trucs qu'ils avaient prévus qui finalement ont dû annuler, notamment en market, tous nos événements présentiels qu'on avait prévus sont annulés, donc on bascule sur du digital. C'est propice en fait à se rendre ce type de service, à se solliciter les uns les autres, à aller chercher auprès de personnes qu'on a déjà sollicitées, à recycler. Donc vraiment, n'hésitez pas à le faire et vous serez surpris de voir que en fait, les gens sont ravis déjà dans un premier temps de donner ce coup de main et de le faire. Et dans un second temps, les gens sont aussi ravis de le lire et d'engager avec votre contenu. Nous, on n'a jamais eu autant d'engagement avec notre contenu que depuis le début de cette crise parce que c'est un temps plus long, c'est un temps plus calme et les gens viennent au webinaire, les gens téléchargent les e-books, lisent les articles, sont sur les réseaux sociaux parce qu'ils n'ont pas cette possibilité d'avoir du contact physique comme c'est le cas d'habitude. Donc, ils viennent sur les réseaux sociaux pour interagir, etc. Donc, en fait, c'est vraiment le bon moment pour échanger et pour partager avec votre public et pour leur proposer du contenu. Donc, n'hésitez pas, sentez-vous libre de le faire. Voilà, j'en ai fini avec mes conseils. Je vous remercie beaucoup pour votre attention. J'espère que ça vous a intéressé. Et je crois qu'il nous reste 5 minutes si vous avez envie de poser encore quelques questions. Ou voilà, merci beaucoup Leslie en tout cas pour ton partage d'expérience, c'était super intéressant et surtout pour ton énergie parce que c'est un bon coup de boost dans la journée et franchement c'est super à prendre. Si vous avez des questions, n'hésitez pas, il nous reste encore un peu de temps pour échanger sur vos problématiques à vous. En tout cas, ouais, merci beaucoup. C'était encore mieux que le cours que tu avais donné chez Lyon. Tu vois, à chaque fois, tu nous étonnes, donc c'est toujours top. Merci beaucoup. C'est trop cool. Il y a beaucoup de... Ouais, merci pour vos retours. Merci à tous d'avoir participé. Et n'hésitez pas, que ce soit sur Move One, sur Lyon, on poste énormément de contenu. Ouais. Donc, même si c'est du recyclé, c'est toujours intéressant. Et, mon profil LinkedIn et mon email, si jamais il y en a certains qui veulent continuer la conversation et qui ont d'autres questions. Enfin voilà, moi aussi j'ai du temps, pas forcément plus que d'habitude, mais j'ai toujours un peu de temps pour partager des conseils, des bonnes pratiques si vous en avez. Donc n'hésitez pas à me contacter. N'hésitez pas aussi à aller suivre Move One, notre page. Donc, c'est juste, vous tapez Move One sur LinkedIn. C'est là où on poste tous nos contenus. Peut-être que ça pourra vous inspirer et vous donner des idées pour la suite et pour vous dans votre pratique du content marketing. Et troisième petite annonce, je vais bientôt lancer un recrutement dans mon équipe en content marketing, justement. Donc là, on est un peu en phase de pause sur les recrutements, mais d'ici la fin du mois, je vais lancer un recrutement sur ce poste-là pour recruter justement un content marketing manager dans mon équipe. Donc, si ça vous a donné envie et si c'est un poste qui peut vous intéresser,
suivez Move One et suivez-moi sur LinkedIn. Et dès que l'annonce sera dispo, n'hésitez pas à postuler. Voilà, parce que moi, pour l'instant, c'est moi qui gère cette partie chez Move One et j'ai vraiment besoin de la déléguer à quelqu'un. Donc, n'hésitez pas si ça vous intéresse de continuer à vous développer en content. Il y a cette option-là. Voilà. Je crois qu'il y a eu une question. As-tu des précieux conseils pour engager le maximum de personnes à s'inscrire à un webinaire? Yes, super bonne question. Je vais répondre en quelques minutes. Alors, pour engager les personnes à s'inscrire à un webinaire, moi, j'ai 2 conseils principaux. Le premier, c'est de multiplier les canaux de promotion de ton webinaire. Donc, envoie des emails. Vraiment, utilise ta base de données pour envoyer des emails. Nous, c'est vraiment notre canal principal d'inscription pour nos webinaires. C'est notre base de données email. Les gens, aiment bien s'inscrire à travers des emails et met plusieurs liens en fait, d'inscription dans le même email. Nous, aujourd'hui, on utilise 3 liens d'inscription par email, donc ça paraît énorme. Mais en fait, quand tu n'en mets qu'un seul, tu réduis ton taux de conversion énormément. Donc, n'hésite pas à mettre plusieurs liens d'inscription dans ton email. Et évidemment, les réseaux sociaux. Donc, nous, on utilise beaucoup LinkedIn. Ça marche hyper bien. Et là, on a testé justement avec notre nouvelle recrue dans l'équipe, Julien, qui était présent à ce webinaire aujourd'hui, un nouveau format qui marche assez bien pour inviter les personnes à s'inscrire. C'est de demander à l'intervenant de faire une petite vidéo. Donc, tu peux lui demander en fait de se filmer quelques secondes, 45 secondes, pour dire, voilà, rejoignez-nous pour ce webinaire. Voilà de quoi on va parler, voilà le lien d'inscription en commentaire, et de faire de la promotion avec la vidéo. Ça montre en fait directement quel type de personne va prendre la parole. Ça rend le truc un peu plus vivant et ça marche assez bien. Donc, ça peut être un bon conseil pour inciter les gens à s'inscrire au webinaire. Super conseil, merci beaucoup. Trop cool. Et je crois que tu avais une dernière question. Comment on recrute un Brain Content Manager et où les trouver? Très bonne question. C'est pas facile de recruter ce poste parce que ça demande des compétences particulières, notamment rédactionnelles. Et parfois, il y a des super brand managers, mais qui sont pas bons en rédaction. Et pour moi, c'est une condition un peu sine qua non quand même d'avoir la rédaction. Donc, je suis pas experte en recrutement, donc je suis pas sûre de pouvoir vraiment t'aider. Mais je pense que Welcome to the Jungle, réseaux sociaux, chasse, et faire passer des tests d'écriture pour s'assurer que tu as quelqu'un qui va pouvoir quand même prendre la partie rédactionnelle, c'est indispensable pour recruter la bonne personne. Voilà.